Alors, bonjour. Bienvenue dans mon cours de trucs et astuces. Puis, c'est des trucs que j'ai acquis au fil des ans de ma carrière. Lors de mon cours de bordure de finition, Chantal m'avait chicané. Elle disait: Ah, tu t'es pas présentée. Alors, je vais me présenter, là. Catherine Cherrier, ça fait 27 ans que je courte pointe. J'ai commencé vers 12 ans, je pense. Je devais avoir 12 ans. J'ai joint la Guilde de la Rive-Sud en voilà 8 ans, lors de mon retour dans la grande ville. Je suis native de la Chine, je parle de l'arrondissement ici, là. J'ai immigré au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1990. Ils disent que qui prend mari prend pays. Ben, c'est ça. Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la courte pointe après avoir vu une exposition de courte pointe à Toronto. Ça, c'était avant Internet, puis avant l'engouement qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'ai acheté un livre de Quilting Bible de Singer, puis je suis partie là-dedans. J'assemble à la main et à la machine, puis je pique à la main et à la machine domestique aussi. Je suis professeure à la ville de Boucherville. Là, je montre l'assemblage à la machine. Et puis, je suis professeure aussi à métier et tradition à Longueuil, où là, j'enseigne l'assemblage à la main. En temps de pandémie, je suis professeure dans ma salle de couture. Puis, comme là, et aussi, je donne des cours privés. J'ai pris mes trucs ici et là, dans les livres, sur Internet, dans les boutiques. Moi, je sais que le tissu, c'est plus les gadgets que je vais voir que les tissus eux-mêmes. Là, j'aime ça trouver un nouvel outil. Je suis très curieuse. Pour moi, ça, je trouve que c'est une qualité. Pas pour mes enfants. Eux, ils ne sont pas d'accord avec moi. Je suis à l'affût des nouveaux gadgets puis des nouvelles techniques. Là, je vais donner mes trucs en ordre de conception d'une courte pointe, mais parfois, j'effleure juste le sujet parce que sinon, on serait ici jusqu'à 6 heures. C'est rare qu'il y ait une seule façon de faire les choses. Alors, je vous présente ma façon, ce qui fonctionne pour moi. Alors, vous partez avec ça, puis vous l'adaptez à vos besoins. La meilleure façon, c'est toujours celle qui vous convient. Ce n'est pas celle de la voisine, c'est la vôtre. My presentation is in French, but feel free to stop me if I talk too fast or if you want me to clarify something. Alors, ça, c'est pour ma présentation. Alors là, Chantal va être contente. Là, je vais partager mon écran avec ça. Voilà. Là, je vais mettre ça en plein écran. Where is that? Ici. Pas bien technique. Et où ma présentation? À côté. Non, c'est parce que vous autres, vous ne voyez pas tout à fait ce que je vois là. Je ne suis pas capable. Ah, voilà, ici. C'est pas vraiment. Voilà. C'est bon? OK. Alors, ça, c'est ma petite photo de ma présentation de cours. Voilà. Alors, donc, la planification. Le plus simple, c'est d'acheter un kit. Ça, c'est winner pour les débutantes. Hein. On a le patron, les tissus, ça va faire exactement ce qu'on voit. Laissez-moi un instant. Bon, voilà. On va faire exactement ce qu'on voit sur le patron. L'autre façon, c'est choisir les tissus, choisir le patron, c'est-à-dire ou acheter des tissus. Alors là, on prend la liste d'épicerie qu'il y a dans le patron, puis on s'en va acheter, voilà, acheter les tissus qu'il y a sur la liste d'épicerie. Là, c'est important de respecter votre niveau de compétence. Hein, si vous commencez, n'allez pas dans un advance, parce que vous allez vous décourager, puis vous n'aurez pas de plaisir. L'autre façon, c'est de créer son modèle. Alors là, il faudra calculer le métrage. Alors, moi, ce que je fais toujours, je me dessine un tissu, puis comme si j'ai dessiné 42 pouces, puis je regarde, qu'est-ce que ça me prend. Bon, par exemple, ça me prend 14 rectangles de 10 pouces par 6 pouces.
Dans 42 pouces, combien que j'ai de carrés de 10 pouces qui vont rentrer? Je vais avoir des rectangles, 4 rectangles, 2, donc 4 rectangles dans 42 pouces. J'ai besoin de 14 rectangles, divisé par 4 rectangles par bande, ça va me donner 3,5 bandes, donc 4 bandes de 6 pouces. Alors là, je fais mes bandes de 6 pouces, ça me prend 6 pouces, 12 pouces, 18 pouces, 24 pouces. Je viens virer ici pour mon 14, fait que j'ai ça ici de disponible pour rentrer d'autres choses. Puis à ça, j'ajoute une petite, des pouces de plus de sécurité. Ce que je dis ici, à la valeur totale obtenue, on ajoute des pouces pour la paix d'esprit. C'est important quand vous faites un patron de respecter les teintes pâles, moyens et foncés, parce que sinon, ça va donner totalement autre chose. Ce qui ne serait pas mauvais, mais si vous dites, OK, c'est ce patron-là que j'aime, ben, il faut respecter ça, sinon, ça ne sera pas pareil. Moi, je m'aide avec les cartes de couleur Kona. Quand on veut créer, c'est chouette parce qu'on voit tout ce qui est disponible. Puis, parce qu'en magasin, ils n'ont pas toujours tous. Alors, moi, la carte de Kona, je trouve ça super, super chouette. Surtout quand on reste en région aussi, le magasin n'est pas à porte. Puis aussi, des fois, sur Internet, on ne voit pas bien les couleurs. Ça donne une bonne idée des couleurs. Et la carte des fils orifils aussi, c'est très aidant. To wash or not to wash, ben, c'est to wash for me. Moi, je trouve que ça enlève les produits chimiques, ça vérifie si le tissu déteint, puis ça prend soin du rétrécissement. On lave dans un bac les petits morceaux pour voir, puis là, on squinche, puis on voit si ça déteint. À la machine, on lave les gros, tout en ayant vérifié s'ils déteignaient dans un petit bac pour voir. Bon, là, ça va vous donner une idée s'il faut les laver comme il faut plusieurs fois ou vérifier votre eau aussi dans la machine. Il y a des produits qui se vendent aussi, des Retain ou Stoponol ou je ne sais pas lequel, là, qu'on peut utiliser aussi pour lorsque ça déteint. Ça, moi, je ne l'ai jamais essayé, mais une amie me disait, on fait des encoches en billet dans les coins pour réduire les filochements. Alors, vous essayerez ça, vous m'en reparlerez. Vous faites deux coches en biseau dans les coins, lavez ça à la machine, puis ça devrait moins s'effilocher. Pas tordre à la main. Okay? Je répète, ne pas tordre à la main. Ça, c'est l'enfer. Ça fait des plis qui sont plus enlevables, on dirait. Alors, moi, même quand je les lave dans un bac, je les mets à la machine à essorer. Ensuite, on sèche à l'air ou à la machine, c'est comme vous voulez. On repasse avec de l'emploi ou pour redonner comme le crunch là, d'un tissu neuf, d'un tissu pas lavé, ou du best press, ou encore il y a le mélange d'eau-vodka. C'est 1 volume de vodka pour 8 volumes d'eau. Ensuite, quand on vient à la maison avec un 5 mètres, qu'on a lavé notre 5 mètres, là, moi, ce que j'aime faire, c'est que je le plie lisière contre lisière, puis ensuite en accordéon. Comme ça, quand j'ai le temps si j'en veux juste 1 mètre, ben j'ai pas en tout cas, je trouve que ça se travaille mieux quand on plie le tissu en accordéon. Catherine, je ne voulais pas t'interrompre pendant cette partie-là. Il y avait une question au sujet des cartes de couleur. Oui. La personne veut savoir où est-ce qu'elle peut se les procurer. Où on peut se les procurer? Oui. Ben, comme moi, celle des Orifils, je l'ai pris chez Craft de Ville. Elle les vendait. Là, ma carte de couleur Kona, je l'ai pris chez Fat Quarter Shop, je crois. Mais ça se demande. Là, à votre magasin, là, s'ils vendent les Kona, ils sont capables de vous vendre la carte la carte de couleur. Parfait. Merci. La caractéristique des tissus. OK? Alors là, on a notre lisière ici. La trame, dans ce sens-là, ça a un petit peu d'élasticité. La chaîne, dans ce sens-là, ça n'a pas d'élasticité. Alors, c'est ça qu'on privilégie, qu'on privilégie pour faire les bordures, parce qu'il va y avoir moins de... Là, ici, je parle de bordure à l'intérieur de la courte-pointe, pas la bordure de finition, là, parce que ça va être plus stable. Et puis, le biais, bien entendu, beaucoup d'élasticité pour les bordures de finition.
L'installation de la salle de couture. Alors, c'est sûr que si vous avez votre machine dans un meuble, c'est parfait, mais comme moi, je n'ai pas de meuble pour ma machine, ce que j'ai fait, j'ai acheté une table. En fait, c'est des pattes là, qui sont différentes. Les pattes sont ajustables, des pattes que j'ai prises chez Ikea. Et la table aussi d'ailleurs, le plateau. Et puis, c'est plus bas. Donc, ici, on voit là, que ça vient flush avec mon bureau en L. Fait que ça me fait tout cet espace-là pour que lorsque je pique, pour que ma courte pointe soit à niveau. Alors, ça, je trouve ça super, super chouette. On n'a pas les bras dans les airs, là. On a les mains, on n'a pas les poignets pliés, on a les poignets bien, bien droits. Ça, c'est un truc de l'IAD. Elle coud comme ça. J'ai fait faire à mon chum un plateau avec un bout de bois ici. Fait que mon talon, il repose sur ça, puis le bout de mon pied est là. Fait qu'on on a le pied droit. On n'a pas le pied cassé, pareil comme les poignets ici, là. Notre pied est droit. Puis en dessous, j'ai mis un tapis de souris. Fait que mon pied ne bouge pas. Si vous êtes capable de vous installer de façon permanente, c'est super parce qu'on n'a pas à se réinstaller à chaque fois. Puis des fois, on a juste 30 minutes pour coudre. Puis, mais là, s'il faut se réinstaller, on ne le fera pas. Là. Donc, essayez de faire une petite installation. Si c'est petit, bien petit, c'est mieux que rien. Là. Un mur de design, hein, un drap de flanellette au mur, ça c'est vraiment idéal pour planifier puis voir l'effet de loin, qu'est-ce que ça donne. On veut jouer avec nos blocs aussi, voir s'il y a trop de couleurs dans un coin. C'est juste un drap de flanellette qu'on met vraiment directement au mur parce que quand on flatte le bloc pour qu'il colle, il faut le flatter au mur. Une table de coupe à la hauteur des hanches, accessible de tous les côtés. C'est pour éviter les maux de dos. 4 clés pour un retour oui. Encore, excuse, il y avait oui, deux autres commentaires. C'est parfait, hein? C'est parfait. Là, je déboule ça. Vas-y. OK. Au niveau de laver les tissus, une suggestion ici, c'était de tordre avec une essoreuse à salade pour enlever le surplus d'eau et ça ne fait pas trop de plis. C'est bon. Une bonne idée. Et on revient à la carte de couleur. La dame voulait savoir si c'était fait avec des vrais tissus. Oui, oui, oui. Oui, okay. C'est des vrais tissus et des vrais fils. Là. OK, parfait. Il n'y a pas c'est vraiment idéal. Vraiment, là. Puis là, moi, ça, c'est la deuxième que j'ai. Il y en avait une, je l'avais achetée en 2008 peut-être. Puis là, ma nouvelle que j'ai mis en photo, là, je pense que ça fait 2 ans parce qu'ils ont sorti beaucoup de couleurs. Là. C'est bon? C'est bon. OK. 4 clés pour un assemblage de précision. Fait que ça, en fait, ouais, c'est ça. C'est ces 4 choses-là que si vous faites avec précision, bien, vous avez de bonnes chances que vous ayez, que la suite se passe bien. Alors, on mesure avec précision. Si on fait ça 2 fois. On coupe exactement. Si on fait ça 1 fois. Hein? On s'entend? Et on coupe avec précision, puis on presse en douceur. La coupe. On sert des lignes du tapis pour aligner la règle sur les tissus, mais jamais pour mesurer. Okay? On ne sert pas du tapis pour mesurer. C'est toujours mesuré avec la règle. Alors ici, vous voyez, ça, c'est mon pli. Alors, j'ai enligné mon pli sur une ligne, la ligne du 1 pouce. Donc, je sais qu'il est droit. Puis après, avec ma règle, j'enligne ici à 20 pouces, puis en haut à 20 pouces aussi. C'est les seules fois que je me sers des lignes du tapis. C'est pour faire ma coupe, ma coupe franche, là, ma coupe propre. Toujours fermer le couteau rotatif, hein? Très important. La main à plat sur la règle avec les doigts à l'extérieur, ce qui fait que ça sécurise la règle. Entrez sur le côté de la règle et non devant. Si vous entrez devant la règle, c'est sûr que vous allez accrocher votre règle puis faire une coche dans votre lame. Puis des lames, bien, ça coûte cher.
Alors, toujours rentrer de côté de la règle. Porter un gant anti-coupure. Oups, j'en ai sauté un qui est très important. C'est regarder où sont les doigts avant de couper. Fait que consciemment, là, vous regardez, OK, mes doigts ne sont pas dans le chemin. OK, vous partez. Prenez toujours l'habitude de regarder où sont vos doigts avant de couper. Petit fait cocasse, quand je préparais mes trucs pour le cours, je me suis coupée. J'étais trop énervée. Je me suis coupée, puis c'est la première fois de ma carrière que je me coupe, puis c'est pour... Puis dans le cours, je vous dis de faire attention pour vous couper. En coup, bref, ça coupe. Je me suis coupée pas pire. Rien pour aller à l'hôpital, mais quand même. Donc, porter un gant anti-coupure que je n'avais pas fait, surtout si la règle est petite, parce que quand la règle est petite, on n'a pas grand place pour mettre nos doigts. Il y a la pellicule Invisagrip qu'on peut mettre sous une règle qui est trop glissante. Ça, c'est Omnigrid là, qui fait ça. C'est comme une pellicule en plastique là, qu'on met en dessous. Identifier sur la règle la mesure qu'on coupera plusieurs fois avec un post-it ou une flèche collante. Vous voyez une petite flèche ici ou ici, j'ai mis un post-it parce que j'avais comme 15 bandes de 3 pouces à couper, par exemple. Quand on vient qu'on ne voit plus, fait que juste un petit post-it à peu près à l'endroit qu'on veut couper. Ça nous aide à nous repérer. Il faut toujours voir le tissu compléter la ligne de mesure. Okay? Fait que, mettons, si on a coupé 3 pouces, mais sur la ligne du 3 pouces, il y a des petits ajourés. Là, il faut voir le tissu compléter la ligne. Si elle est à dehors de la ligne, ben, il va vous manquer 2-3 fils, puis c'est ceux-là qui, au bout de la ligne, font une différence. En premier, on coupe les gros morceaux, hein, parce que si on s'est trompé, ben, si on a coupé les petits, ben, ça ne se recoupe pas, alors que si c'était des gros, ben, au moins, on peut les recouper. Une gorgée d'eau. La pratique de la couture au quart de pouce, ben, c'est super important. Hein, tant que vous n'avez pas contrôlé ça, il ne faut pas passer à autre chose. Il faut vraiment que votre couture de quart de pouce soit, je cherche un mot, là, vous comprenez. Alors, on taille 4 rectangles de 1,5 pouce par 4,5 pouces. On coud les 4 rectangles avec une couture à 1/4 de pouce. Alors, soit que vous utilisez un pied quart de pouce, c'est super. Si vous n'en avez pas, bien, vous marquez le quart de pouce sur votre machine avec un masking tape. Hein? Il y a toute la façon de le faire, là, avec la règle. Vous mettez la règle, descend à 1/4 de pouce. En fait, vous descendez votre aiguille sur le quart de pouce, puis là, vous venez coller le masking tape en bordure de votre règle. Ou vous pouvez bouger votre aiguille vers la droite. Là, comme ça, vous allez pouvoir vous servir du pied presseur comme si c'était un pied quart de pouce, sauf qu'à ce moment-là, vous ne pourrez pas utiliser la plaque à point droit. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on pose le fer sur la couture. Hein, ça s'appelle le set de signes. Là, ça vient comme faire fondre les points dans le tissu. On ouvre avec les doigts, puis on presse avec la pointe du fer. Alors, le pressage, c'est aussi important que la couture au quart de pouce. Parce que si ce n'est pas bien pressé, si vous n'allez pas chercher tout le tissu, l'ampleur du tissu, il va vous manquer des 16e de pouce, puis 16 x 16, ça fait 1 pouce au bout de la ligne. Alors, au final, il faut que vous obteniez un carré de 4,5 pouces par 4,5 pouces. Ça, vous faites ça, là, tant que vous n'avez pas... dis-moi que je cherche. Comment? Maîtriser. Maîtriser! Je savais que ça commençait par M en plus. Maîtriser. Bon, l'assemblage. Quand on fait l'assemblage à la chaîne, débuter par une tête de chaîne et finir par un pied de chaîne. Alors, c'est ici que j'ai une petite vidéo. Je ferme mon son. Alors, voilà, ça, c'est ma tête de chaîne. OK? Fait que je rentre ça. Je rentre mon bloc. Tchic. Ce que j'ai dans les mains, c'est that purple thing. Je vais vous en parler plus tard. Ça ici, c'est mon pied de chaîne. Je rentre ça là. OK. Ensuite, je vais par derrière. Oh, pas par là. Oh, par là, oui. Voilà. Et puis là, je viens couper mes fils entre. Ça, j'ai aucun grand fil à couper. Déjà,
mes blocs sont propres, pas de grand fil qui part. Puis ensuite, quand on se sert de ça, d'une tête de chaîne, ben, ça évite les amas de fil en dessous. Tu sais, quand on part, des fois, là, ça fait un tapon. Ça évite ça. Puis les fils sont coupés au fur et à mesure. La longueur de pointe, 2,5. En strip piecing, on coud une bande dans un sens. Alors, celle-là, on va venir la coudre dans ce sens-là. Et puis celle-là, dans ce sens-là. Je veux savoir, vous voyez bien ma flèche, hein? Oui. OK. Puis là, à ce moment-là, la longueur de pointe serait préférable de la descendre à 2. Parce que ça, un strip piecing, on va venir couper comme ça ensuite. On n'aura pas de petit fil là, comme ici. Au moins, là, on a un petit fil dans le bord. Là il n'y aura pas de fil. Si on coupe un petit bout d'un pouce, ça veut dire que il n'y aura pas de fil qui va pendre entre chaque. On rétrécit notre point à 2. S'il y a un des deux morceaux est plus long, mettre celui-ci en dessous. Okay? Quand on joint deux morceaux ensemble, qu'il y en a un qui est plus grand, on le met en dessous. Comme ça, les griffes d'entraînement, ils vont aider à répartir l'ampleur. Puis pour se souvenir de, si on le met en dessous ou au-dessus, on se souvient de baggy bottom. Okay? Alors, ce qui est baggy, on le met au bottom. Catherine, oui. On va faire un retour sur le pressage. Expliquer la différence entre le passage et le pressage. Ben c'est ça, c'est que le pressage, là, c'est juste, il n'y a pas de mouvement. Tu sais, on fait juste presser. Quand on veut le bouger, on lève le fer, on presse. Alors que du repassage, avec le bras, le fer ne quitterait pas la planche. Alors que quand on presse, on enlève, soulève le fer, puis on va plus loin, puis on presse. Et est-ce que ça contribue à ce que ta couture soit plus plate, dans le fond? Ben, c'est juste pour ne pas distorsionner le tissu, surtout, là. OK, parfait. Merci, je te laisse continuer. C'est bon, je peux continuer? Oui. OK. Lire un diagramme. Okay? Souvent, là, dans les patrons, on voit un diagramme comme ça, puis c'est très visuel, puis ça nous parle beaucoup. Okay? En premier, ce qu'il faut faire, par contre, c'est d'assembler les blocs en paires. Okay? Fait que là, on va faire le 1 et le 2, le 3 et le 4, le 5 et le 6. Okay? Ça va faire nos paires. Ensuite, on va coudre le 1, 2, on va le coudre avec 3, 4. Puis ensuite, on va venir ajouter 5, 6. Puis moi, comment je vois ça, c'est que si je faisais 1 avec 2, après je mettais 3, puis je mettais 4, puis je mettais 5, lui, là, il va avoir traîné tout le long. Puis ça contribuerait à l'effilochement, tu sais, quand on les manipule comme ça. Alors que quand les prenant en paire, on les manipule le moins possible. Ensuite, les flèches ici, c'est le sens du repassage. Alors, dans ce patron-là, ils veulent qu'on presse ici vers la gauche, ici vers la droite, vers la gauche. Puis c'est ça, cette façon-là, c'est pour pouvoir emboîter les blocs. En ayant la valeur de couture qui s'en va par là, puis celle-là par là, quand on va faire le joint ici, ça va s'emboîter. Alors, c'est plus facile. L'autre chose qu'il nous dit, ce patron-là, ce diagramme-là, c'est qu'on voit que les autres sont séparés, ensuite ils finissent ensemble. Puis regardez ici, là, ils ont mis deux rangées ensemble pour pouvoir mettre celui-là. Comme ça. C'est à ça que sert un diagramme comme ça. On voit l'ordre d'assemblage. C'est bon? Lorsqu'ils sont cousus à d'autres pièces, la valeur de couture du morceau doit toujours aller dans le même sens. Okay? Fait que ça ici, là, ça, c'est pas bon, ça. Ça ici, il faut venir découdre ici, tchic, 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 on enlève 3 petits points, puis on repart de là vers là. Okay? Ça, c'est surtout pour le piquage. De 1, c'est pas joli, là. Puis de 2, c'est pour le piquage. Une longue armeuse, là, quand elle reçoit votre courte pointe, puis il y a des affaires comme ça, là, elle ne traite pas. Alors ça, c'est à éviter. Les fils ne doivent pas sortir sur l'endroit. Ça veut dire que quand vous les pressez, vous les voyez tout de suite qu'il y a des fils sur l'endroit. Mais prenez l'habitude de les enlever au fur et à mesure. Fait que vous tirez dessus pour les ramener sur l'endos. Quand on a un morceau à angle de 45 degrés, c'est mieux de commencer la couture avec l'angle droit. Okay? Donc ici, au lieu de commencer comme ça, je virerai mon morceau
pour le rentrer à angle droit. Parce qu'ici, là, quand il va rentrer, là, il y a juste une petite partie que les griffes d'entraînement attrapent. Ici, il est dans le bas. Alors que comme ça, les griffes d'entraînement vont être sur toute la longueur. Ça va être plus facile. Pour ne pas manger une pointe, coude à 2 fils dans la valeur de couture. Bon, les pointes, là, je parle des HST ou comme ici, par exemple, là, je viendrais coudre un petit peu dans la valeur de couture. Parce que si je veux trop ici, ben, je vais manger ma pointe, puis quand on va aller sur l'endroit, il va me manquer un bout. Puis s'il est caché, là, si la pointe, ça arrive, des fois la pointe est sur l'autre côté, ben, venez faire une petite marque sur le côté endroit, pas sur le côté endroit, mais sur le côté sur lequel on va coudre, là, pour voir, OK, il faut que je passe ici. Quand vous dites de couper à angle droit, un coudre à angle droit ici, ça veut dire qu'on fait 2 coutures, un d'un côté puis un de l'autre. C'est ça? Non, est-ce que vous parlez d'ici, là? Oui, ici. Non. Regardez, voyez-vous, ce morceau-là, c'est 2 triangles. Mais s'ils doivent être cousus de ce sens-là. Au lieu de le rentrer par là, je vais. Vous voyez que cette partie-là ici, là, c'est ici. J'ai juste flippé mon morceau pour qu'il rentre sur l'angle droit. OK, mais si la couture doit être faite de ce sens-là. Ben, c'est la même couture, là. Okay. C'est la même couture. C'est juste qu'il est à l'envers. Regardez, c'est cette couture-là, là. OK. Ben, c'est la même ici, là. OK, d'accord. Catherine? Oui. Je pense qu'elle veut dire que la couture, là, tu couds tes 2 triangles ensemble. Si la couture doit être faite dans ce sens-là, je pense que c'est ça qu'elle veut dire, la madame. Je comprends pas plus. Pardon? Je comprends pas. Ben, tu sais, toi, tu assembles tes 2 triangles pour faire un... Ah, oui, d'accord. Un flying geese. Si ici? tu veux faire un half square, oui, c'est ça. S'il fallait que je rentre ici? Oui. Ah, ben là, il n'y en a pas d'angle droit. Mais c'est ça, il n'y a pas d'angle droit. Couture sur angle droit, si possible. Mais sinon, as-tu un truc quand tu assembles 2 triangles comme ça? Délicatement. Délicatement. Ben, en fait, le truc que j'aurais, c'est de le rentrer le plus possible. Tu sais, tu irais le rentrer le plus possible. Non, vous retenez votre souffle. Oui, OK. Merci. On peut peut-être tenir nos fils aussi, ça aide peut-être à ce que ça... Tenir tes fils? Ben, tu sais, si tu ne mets pas la tête de chaîne, là... Oui, mais de un, pour aider vraiment à aller avec... Je prendrais la tête de chaîne. Oui, mais Catherine, oui. Si tu mets un petit peu de papier, tu sais, le papier très fin, ça va aider à pas que le coin soit parfait. Juste un morceau de papier, comme tu mets un morceau de tissu pour commencer à coudre droit. OK, ben peut-être là. Et après, tu enlèves le papier. C'est juste un petit papier, ça vient droit. OK, parfait. Mais je ne vois pas la différence entre le papier et le tissu, là. Le tissu... Si tu l'essayes et que ça marche comme ça, Maria, parfait. Parce que le tissu, tu ne peux pas faire le coin. Et le papier, tu mets un papier droit et tu l'enlèves. Tu aurais dû mettre un papier ici, là? Oui. Et non, ici, la pointe. Quand tu fais la pointe. Tu sais, tantôt, quand il disait si c'est pour faire un voile d'oie, la pointe est là. Pour que la pointe soit parfaite, tu mets un petit peu de papier de soie et la pointe reste parfaite. OK, on met le papier. Parce que je vois pas. On met le papier de soie en dessous? Oui. En dessous, OK. Merci. Bienvenue. Il y a un autre commentaire aussi, Catherine. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle commence sa couture au centre. OK. Ah, OK. On va commencer là, puis s'en aller de même. Donc, à quelque part, je crois qu'elle doit le faire en 2 temps. Ouais, OK. OK. Parfait. OK. Alors, un autre truc aussi pour les pointes, c'est pour pas que les morceaux bougent pendant l'épinglage. Comme ici, là, j'ai rentré une épingle angle droit parce que j'ai, par exemple, une autre pointe de l'autre côté. Fait que j'ai rentré ça d'une pointe à pointe. Celle-là est à angle droit. Puis je viens épingler de chaque côté. Parce que si je me servais de celle-là pour épingler, ça ferait bouger les tissus. Fait que celle-là,
je l'entre angle droit, j'épingle des deux côtés, puis après, j'enlève celle-là. C'est bon? Mhm. Outil utile à l'assemblage. Alors, la plaque à point droit, donc c'est juste un petit rond, là, c'est celle c'est pas celle à zigzag, c'est l'autre. Des aiguilles minces. Allez-y pour des points 5. Okay. Il y a aussi plus mince que ça, j'en ai déjà acheté, puis c'est un peu trop mince, il plie. Alors que les points 5, là, c'est parfait. That Purple Tank que je vous parlais tantôt, là, ça, c'est super pour guider. Je m'en sers pour guider, mais aussi quand j'arrive à une jonction de couture, avec l'autre bout du Purple Tank, j'arrête ma couture, je laisse mon pied, mon aiguille en bas. Puis là, avec le bout de mon Purple Tank, je vais venir flipper ma valeur de couture qui se présentait mal. Puis après, je repars. Un appareil photo aussi, c'est bien. Hein? On peut prendre des photos de la courte-pointe en construction sur le mur de design. En couleur, ça nous fait un aide-mémoire de la répartition des blocs. Puis ça l'aide à voir les blocs mal placés. Des fois, on le regarde en vrai, on ne voit pas, puis on prend une photo, puis on dit ben oui, sur la photo, ça paraît, mais pas en vrai. En noir et blanc, vous prenez votre photo, puis avec les filtres, vous le mettez en noir et blanc, puis là, vous allez voir si vous avez trop de pâle dans un bout, s'il y a trop de fond, l'équilibrage des teintes en mettant ça en noir et blanc. Un autre truc aussi avec l'appareil photo, c'est des fois, c'est les aiguilles de la machine, on ne voit pas bien les chiffres. Alors, prenez une photo, puis en agrandissant, on les chiffres. Mhm. Découdre rapidement. Un petit vidéo ici. Et voilà, je ferme. Donc, ça, vous mettez votre morceau bien à plat. Vous défaites des petits points pour pouvoir rentrer votre découfil. Là, vous prenez la bille, là, le rond va en dessous, puis il faut toujours voir la pointe. Fait qu'au fur et à mesure que vous décousez, assurez-vous de voir la pointe. Vous ouvrez la couture et comme ça. Ensuite, on enlève tous les fils, hein, parce qu'on ne recoupe pas un morceau quand il y a déjà des petits fils. Est-ce que je le refais ou tout ça va pour ça? Un commentaire, se servir de la loupe sur le cellulaire, sur le téléphone, pour pouvoir agrandir et lire la grandeur des aiguilles. Oui, c'est vrai pour nos photos. Astor Triangle. Alors, on coupe 2 carrés de valeur finie, plus 1 pouce. On dépose un carré sur un papier sablé. On trace la diagonale du milieu vers l'extérieur. On va partir de là, on trace notre diagonale comme ça, on revient dans le milieu, on trace la diagonale de l'autre côté. On coupe à 1/4 de pouce de chaque côté de la diagonale, on coupe au milieu, on ouvre, on recoupe la valeur non finie. Okay, fait que ça, c'est pas. Je pense que tout le monde sait faire ça. 8 à la fois. Alors, c'est 2 carrés de valeur finie plus 1 pouce multiplié par 2. Ça nous donne 2 grands carrés. On trace 2 diagonales. On coupe de chaque côté des diagonales. On fait 2 coupes. On fait la coupe de haut en bas, de gauche à droite. Et ensuite, la coupe sur nos diagonales. Ça nous donne 8 triangles. 8 HST. HST sans marquage. Ça, c'est un petit outil feuille de plastique qui adhère à la machine. Alors, on met ça sur la machine. Puis, quand il y a plein de lignes, là, comme celle-là, ici, on vise la barre ici du noir. Là. Puis, on fait rentrer notre HST comme ça. Notre carré, plutôt. Et puis, on coud de l'autre côté, même chose. On vire. On s'enligne sur la ligne noire ici. Puis, on y va. Et donc, c'est sûr que si vous en avez 10, là, c'est pas... c'est tel que tel, là, mais tu sais que des fois, on en a plusieurs, ben, ça sauve le marquage. Puis, il y a plusieurs choses. Voyez-vous, ici, celle-là, là, ça sert pour les snowboards. Fait que cette ligne-là, elle sert aussi pour un autre bloc. Multitude... Oui? On a 2 questions. Oui. En fait, une question. La grosseur du grain du papier sablé?
Oh, pourvu que ça, moi, je dirais pas trop gros, là, moyen, je dirais, là. C'est juste parce que ça. En fait, peut-être que petit puis gros, ça ferait la même chose, là. Moi, je dois avoir un moyen. Mais c'est parce que c'est ça, c'est que ça empêche le tissu de bouger. Et voilà. Un autre aussi, on parle de loupe qui s'installe directement sur la machine et de lunettes plus fortes pour la presbytie et s'en servir comme loupe. Et lorsque elle coud les tissus foncés, elle les laisse sur sa machine. OK. J'imagine que c'est les lunettes, ça là. OK, ouais. Parfait. Alors, notre tissu de HST. On coupe 2 carrés de tissu. On superpose en ayant les côtés endroits vers le haut. OK? Fait que les deux sont sur le haut. On coupe en biais des bandes de valeur finie plus un demi-pouce. Hier, quand je la refaisais, j'ai dit pourquoi je n'ai pas marqué valeur non finie? Parce que j'ai pris ça dans un livre, puis ça devait être comme ça qu'elle l'expliquait, mais finalement, c'est que vous coupez des bandes de valeur non finie. Ensuite, vous assemblez Pardon? J'arrête encore. Je fais un retour sur le papier sablé, du 80 ou du 100. OK, C'est la suggestion ici. parfait. Merci. Désolée, Catherine. Assembler en alternance. Pardon? C'est correct. OK. Excuse. Alors, assembler en alternance les bandes là, qu'on avait taillées dans la précédente. Puis, on coupe des bandes de valeur finie plus un demi-pouce. Alors ici, on va venir couper des bandes comme ça. Puis, en servant la diagonale sur une règle carrée, couper des carrés de valeur finie pour un demi-pouce, c'est la même affaire que tantôt. Donc, vous allez venir couper comme ça. Puis, vous allez avoir vos HST. OK? Puis là, c'est sûr que je vous ai donné des références parce que ça dépend si vous en avez 50 à faire de 3 pouces ou 100 de 1 pouce, c'est différent. Là. Fait que j'avais fait des tests. Fait que pour un 18 par 20, deux carrés 18 par 20, là, ça m'avait donné 12 HST de valeur finie de 3 pouces. Puis un 20 par 20, ça donne 109 HST de valeur finie de 1 pouce et demi. Fait que vous essayerez de faire des tests en vous aidant de tout ça, là, estimer combien que ça va vous en prendre. Puis encore là, si vous en avez 10 à faire, vous ne faites pas cette méthode-là, mais des fois, ça arrive 200 HST de. Puis alors ça sauve beaucoup de temps, puis ça fait des HST là, parfaits. Il y a 2 autres méthodes pour faire des HST, mais moi, je les préconise pas parce que il se retrouve sur le biais sur le côté du HST. La méthode à 4 à la fois, là, quand on fait, c'est 2 carrés qu'on superpose, puis on assemble tout le tour, puis après on recoupe, bien là, notre HST, il est sur le biais. Le strip tube ruler aussi, c'est la même chose. Ce qu'ils font faire, c'est qu'ils nous font faire coudre deux bandes ensemble, des coutures de chaque côté de la bande, puis après on recoupe, mais là, c'est sur le biais. Donc, moi, j'aime mieux pas faire cette méthode-là, mais ça doit se faire, mais plus Tetris. Catherine, je Oui. m'excuse encore une fois. HST. Oui, ça veut dire half square triangle. On me demande c'est que veut HST. J'imagine que peux-tu le traduire en français? C'est peut-être ça le. Un demi-triangle carré. Voilà. C'est ça, en fait. Hein? Un HST, là, c'est half Oui. square triangle. Fait que c'est un carré, mais fait avec 2 triangles. Parfait. Je vais faire, avant de continuer, parce que je veux quand même pas trop m'éloigner, il y a une question au niveau de est-il absolument nécessaire de tracer en 2 fois quand on trace sur le papier sablé? Moi, je ne trace jamais 2 fois. Hein? Moi, je fais juste la diagonale. Moi, j'aime mieux faire la diagonale, puis de coudre de chaque côté de ma diagonale. Je sais qu'il y a des outils, là, que c'est la règle est un quart de... Non, ouais, un quart de pouce, la règle, là. C'est ça. Moi, Un demi. Comment? Un demi-pouce. Un demi-pouce? Ah oui, c'est ça, Oui. ouais, un demi-pouce, c'est ça. Oui, oui. Ben, moi, je ne prends pas cette méthode-là, mais si ça fonctionne pour vous, allez-y. Moi, je préfère faire juste un trait, puis après de coudre un quart de pouce de ça. De toute façon, l'affaire qu'il y a avec ça, là, c'est
moi, je fais toujours mon HST plus grand pour pouvoir le recouper. Alors, ça n'a pas besoin d'être précis parce que c'est la recoupe qui va être ma précision et non pas mon assemblage comme tel. Tu sais, si vous faites la valeur finie plus 7/8, comme il y avait avant, on voyait ça dans les livres, là, il faisait dire plus 7/8. Alors là, vous n'avez pas de jeu. Mais quand vous faites la valeur finie plus 1 pouce, là, vous avez du jeu pour aller recouper, puis votre HST va être parfait. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Donc, pour le recouper, notre HST, on prend une petite règle comme ça, qui est la diagonale. Puis là, on s'assure, là, ici, c'était 2 pouces et demi. Fait que je vois que j'ai du surplus dans mon 2 pouces et demi là, ici. Fait que je coupe en haut avant, je coupe ma valeur de couture, puis je reviens. Comme ça. Je vais virer. Puis là, à ce moment-là, puis là, c'est là que je mets ma petite flèche ici. Là. Je veux avoir mon coin là. C'est sur mon 2,5 comme ça, mon 2,5 comme ça. Donc, ça ici, c'est un surplus. Ça fait mon HST parfait. Fait que là, quand je commence avec ce bloc-là, je sais que lui, il est de la bonne grandeur. Il est la grandeur qu'on voulait. C'est bon? Il y a une suggestion pour le bloc-loc aussi, qui est une différente sorte de règle. Oui. Ben, je peux en parler du bloc-loc. Ce que c'est une règle, mais que il y a un encoche là, qui fait que vous allez l'accoter ici. Mais ça, l'affaire qu'il y a avec le bloc-loc, c'est que ça prend toutes les grandeurs. Tu sais, fait que si c'est plusieurs outils. Fait que c'est sûr que ça fait bien aussi. Si je peux dire quelque chose, Catherine? Oui. Si on prend la plus grande règle bloc-loc, on la glisse. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la 6,5, la 4,5, la 2,5. Okay. Vous avez la 6,5, vous la glissez, puis vous allez chercher votre 2,5 quand même. OK. Là, il faut que tu vires, c'est ça, hein? Oui. Alors que si tu avais le vrai, c'est que là, tu fais juste sur ton tapis rotatif, par exemple. Là. Okay. Sur le tapis rotatif, tu peux, même avec la grande, tu peux prendre le tapis rotatif, puis tu déplaces, tu n'enlèves pas ta règle, tu la laisses là, puis tu la glisses. Ça glisse. Oui, je comprends. Oui. Okay. Les vol-doigts. Un vol-doigt avec perte. Ça aussi, je pense que tout le monde sait faire ça. Hein? Mettez le carré. Vous voyez, tantôt, là, mon truc, mon Clear Perfect Angle, là, ce que j'avais sur ma machine, ici, ce serait la ligne blanc. Était verte. La ligne verte, parce que on part d'un coin à l'autre. Fait que ça servirait à faire ça, la ligne verte de la pellicule de plastique. Donc, on met un carré, on recoupe, on ouvre, on met l'autre carré, on coud d'un coin à l'autre, on ouvre, ça fait notre vol-doigt. Mais après, moi, je préfère toujours encore, comme les HST, les faire plus grands et les recouper. Puis ça ici, ça, c'est l'outil de Deb Tucker, qui est le Wing Clipper. Fait que ici, on voit, on a un petit V là, qu'on vient mettre là. Ici, je suis correcte, j'ai assez pour pouvoir recouper. Ça vient ici, il est flush dans mon angle. Alors, je vais couper ça, chic, vire de bord, chic. Puis ça me fait mon flying geese, j'ai mon quart de pouce ici, puis ça vient très bien là, finir dans le coin. Pour récupérer les pertes des oies, quand vous faites votre vol-doigt, avant de les recouper, vous passez une couture à 1/2 pouce de la ligne du flying geese. Puis ensuite, vous allez couper entre les deux coutures. Ça va vous faire des petits HST. Déjà prêt pour un autre projet. Comme ça, on ne perd rien. 4 vol-doigts sans perte. Alors, c'est un grand carré et 4 petits carrés. On coupe plus grand pour recouper à la valeur finie. Alors, notre grand carré, on met nos deux petits carrés par-dessus. On fait une diagonale. On coud de chaque côté de la diagonale. On coupe. On prend ces deux morceaux-là. On met un carré dans le coin. Une autre diagonale. On coud des deux côtés. Et voilà, on a nos 4 HST.
Une petite question pour l'autre que vous venez de montrer. Quand on met les deux carrés par-dessus un carré, c'est quoi la valeur des carrés? Ben, c'est ça, là. Ça, c'est tout, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ça, c'est facile à trouver sur Internet, hein. Toutes les charts, là, les tables de coupe pour la valeur finie que vous voulez. OK, d'accord, merci. Puis faites attention, c'est ça, il y en a que ça va être les valeurs finies, vraiment finies, alors que moi, j'irais vers Deb Tucker qui donne elle nous fait couper plus grand pour qu'on puisse recouper. Puis quand on achète la règle de Deb Tucker, là, à l'intérieur, là, il y a toute la table de coupe pour les différentes grandeurs. En passant, sont difficiles à trouver, les règles de Deb Tucker, mais je sais que Phil Ami les tient. Puis elle semblait me dire que son fournisseur était à Edmonton. En tout cas, c'est pas facile à trouver, mais chez Phil Ami, c'est Farnham, ça, Phil Ami, elle les tient, les règles de Deb Tucker. Deb Tucker a plusieurs règles. Là. Je vous en montrer une tantôt encore. C'est vraiment pour la précision. Là. Fait que quand nos morceaux sont coupés avec précision, ben, le reste va avoir tendance à mieux aller. OK, les règles Tucker, Tucker, ça s'écrit comment? De vous le montrer ici. Vous voyez ici. Ça, OK. Celui-là, là, c'est le Wing Clipper qui s'appelle de Deb Tucker. OK. Merci. Donc, voyez-vous ici mon vol-doigt, là. On voit que mon surplus, je vais avoir ce surplus-là coupé, puis je vais être bien correct là, dans mes coins. Fait que puis mon triangle ici, pas mon triangle, c'est-à-dire mon levé, là, je le mets dans ma pointe de mon noix. Je coupe ici, je vire, puis je viens couper ça, puis ça me fait 4 vol-doigts parfaits. Puis là, je n'ai pas eu de perte. Ça, c'est intéressant aussi. Oups. Square and a Square, ça aussi, c'est mon chien. Ça, c'est une méthode sans perte. Okay? Alors, le carré central sera sur le biais. Ça, je dis ça parce que, voyez-vous, mon tissu, moi, il est comme quadrillé, là. Puis, il a fallu que je le refasse parce que je voulais avoir mes lignes dans ce sens-là. Alors que, donc, on voit que mon carré central est sur le biais. Alors, pour avoir bon, c'est sur le doigt fil, il faudra couper. Ensuite, je les ai recommencés, puis là, j'ai taillé ces morceaux-là sur le biais. Donc, on met nos 2 triangles de chaque côté, on ouvre, on met les 2 autres triangles de chaque côté. Puis ça, c'est celui-là, il s'appelle Squared. Qu'on voit qu'on peut aligner nos pointes ici. Ça nous donne notre quart de pouce qu'on va rogner là, vire de bord, puis on rogne l'autre côté. Parce que ça, c'est difficile comme forme à faire. Hein? Puis aussi, elle se fait avec perte. Cette règle-là, là, je la recommande. Assemblage sur... Est-ce que ça va? Catherine, Oui. Je m'excuse. On va faire un retour sur les vol-doigts car j'ai quelques questions. Oui, vas-y. Combien de plus à tailler pour les vol-doigts et sur tous les morceaux? Ben, c'est ça, comme je disais tantôt, là, ça dépend de la valeur finie que vous voulez obtenir. Fait que si vous allez sur... Tu sais, je ne pouvais pas toutes les marquer, là. Vous allez dans la table, vous dites, OK, la valeur finie que je veux, c'est 2 par 4. Ça va vous dire, le gros, on le taille à, je ne me souviens pas, là, mais il va y avoir toutes les grandeurs pour la valeur finie que vous voulez obtenir. Mais ça se fait. Excuse. Louise Picard, elle offre un conseil. Elle, 1,4 pour le plus grand et 7 huitièmes pour les 4 plus petits à la valeur finie. Je pense que c'est peut-être plus par rapport à la courte pointe mystère, car la question a été posée aussi pour la courte pointe mystère. OK. Est-ce que ça répond? Pardon? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je pense que ça a dû répondre à la question, puisqu'il n'y a pas de comeback. Je te laisse continuer. OK. Mais c'est ça, pour les tailles, là, c'est vraiment selon votre patron et la valeur finie que vous voulez. Là. Mais allez sur Internet, là, cherchez les valeurs que vous avez besoin. Mais de toute façon, comme je vous disais, si vous achetez la règle, là, toutes les valeurs sont là dans les explications de la règle.
Pareil pour ici, là. C'est vraiment des bons outils. L'assemblage sur le papier. OK, ça, quand j'ai fait du foundation paper piecing, là, j'étais mêlée, là, je ne savais pas de quel bord. En tout cas, je trouvais ça très mêlant pour ma petite tête. Jusqu'à temps que je me réveille, je dis bon, là, je vais me démêler. Alors, j'ai imprimé le modèle de base sur une feuille imprimante. Puis, à l'aide de la fenêtre, là, vous calquez sur l'endos le modèle. OK? Fait que ça, c'est mon modèle de base. Je l'ai imprimé sur une feuille de papier. Puis, je suis venue le retracer sur l'endos de la feuille, finalement. Fait que ça, maintenant, ce que j'ai ici, c'est vraiment ce que je vois à l'assemblage. C'est beaucoup plus facile de dire, OK, où je suis rendue? Là, je suis rendue là. Bon, je suis rendue dans le bleu. C'est par là que ça part. OK? Fait que c'est ça. J'indique les couleurs désirées, puis ce modèle servira de référence. Mettez la longueur de point à 1,5, hein? De 1,5 à 2 quand on fait du paper foundation paper piecing. L'assemblage à la main. Encore là, avec le papier sablé, okay, on trace la ligne de couture. Vous avez coupé votre morceau. Votre morceau, il faut qu'il soit coupé vraiment très précisément parce qu'on va venir marquer la valeur de couture à 1/4 de pouce. Okay, fait que je mets ma règle, je fais mon quart de pouce tout autour de ma pièce. Quand j'ai pour coudre, j'épingle les morceaux ensemble, je rentre mon aiguille, mon épingle, c'est-à-dire dans le premier X au X qui est en dessous. Okay? On voit, là, ça forme une espèce de... Oups, merde, oui. Ça forme un X, fait qu'on pique dans ça. Au début, ben, on sert de notre aiguille pour piquer dans les deux X, du dessus, du dessous. Un petit point d'arrêt. Puis, on fait 5-6 points, on sort l'aiguille, on revient d'un point, puis on finit au X à la fin de la couture. En assemblage à la main, on ne coud jamais dans la valeur de couture. Okay? Les valeurs de couture sont toujours libres. Regardez en dessous, là, ça fait ça, on peut venir ouvrir nos petites valeurs de couture. L'arponnage, ça, moi j'ai ça quand mon fil se désenfile, mon aiguille se désenfile. Alors ça, c'est la façon d'arponner le fil. Okay? Fait que vous tenez en vos doigts, votre pouce d'index, le fil, je vais le refaire. Là. Puis, ce qui est important, c'est que ce soit fluide. Voyez-vous, là, je l'avais tourné du mauvais bord. Il faut que ça fasse très fluide comme ça, qu'il n'y ait pas de twist. On tire comme ça. Voilà. Vite, pour faire le nœud, l'aiguille d'un sens, le fil de l'autre. Puis, on tourne une couple de fois, on tire, puis on a notre nœud à la fin. Puis moi, j'utilise du conditionneur de fil, j'utilise du Thread Heaven. On va comme ça, Thread Heaven. On va faire, OK? Fait que là, j'ai mon fil entre mon doigt, mon index puis mon pouce. Je fais juste passer mon aiguille à travers, puis il attrape le fil. Comme ça. Voyez-vous, là, je vais tourner mon aiguille, puis je ne la tournais pas du bon sens. Après, là, je le tournais, mais oups, non, c'est pas de ce sens-là, c'est de l'autre sens pour que tout soit fluide. Ça fait un serpent sur l'aiguille. Comme ça, et voilà. OK, puis le nœud de la fin. Est-ce que ça va pour ça? Je le refais? Ou... De toute façon, ça, j'ai une chaîne YouTube, puis je fais la démo sur... j'ai un petit film sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi, moi, j'ai pas tout à fait compris, là. Vous passez le fil dans le chat d'aiguille au départ. Oui, c'est ça, elle est, Okay. elle est Puis pour faire le serpent, là, est-ce que c'est juste à côté sur l'aiguille? Non, c'est harponné. L'aiguille, elle passe à travers le fil. Ah, à travers le fil. OK. Ouais. OK, je comprends. Voyez-vous? Oui, oui, OK. Comme ça. Okay. Puis là, voilà.
Puis c'est ça, vous avez juste à tenir votre fil entre votre pouce et votre index, puis vous passez l'aiguille entre vos doigts, puis ça va attraper le fil. OK. Est-ce que ça prend une aiguille plus longue pour Non, attraper le non, fil? non, non, ça prend pas une aiguille, ça prend une aiguille qui a une bonne pointe, là. Puis même le fil, quand j'ai commencé à faire ça, c'était avec du fil de soie, parce que le fil de soie, il désenfile encore plus qu'un fil normal, on dirait. Puis le fil de soie, c'est très mince, puis ça passe à travers, là. Et puis le conditionneur de fil, il fait quoi au juste? Lui, c'est pour quand on coupe, pour pas que qu'il se tortille, là. Ça l'aide à la couture. Pas qu'il fasse des nœuds. Tu sais, des fois, on coupe, là, ça fait des nœuds. Oui. Inklingo. Ça, c'est pas un logiciel, c'est juste un fichier PDF, mais ça imprime les lignes de tissu, les lignes de coupe, pardon, et les lignes de couture sur le tissu. Alors d'abord, il faut que le tissu soit pressé sur une feuille de papier de congélation, parce qu'on va entrer le tissu dans l'imprimante. Okay? Ça prend une imprimante à jet d'encre, puis le fichier de PDF va imprimer les lignes de coupe et de couture, comme je vous ai dit. Alors, ici, on voit, ça a fait mes lignes de couture et de coupe. Je viens ici, j'ai taillé comme ça mes bandes, je les empile l'une sur l'autre. J'ai coupé ici, ensuite j'ai coupé de l'autre sens, puis ça m'a fait mes hexagones. Okay? Fait que ça, maintenant, là, il était prêt à coudre. Fait que je n'avais pas à les préparer avec du papier, English Paper Piecing. On coud directement sur la couture. Bon, moi, j'ai acheté la forme hexagone 1/2 pouce, mais il y a toutes sortes de formes, là. Fait que vous irez voir, c'est lindafriends.com. Ça s'appelle Inklingo. Elle a inventé ça. Puis c'est une dame de l'Ontario, de Burlington, je pense, je ne me souviens pas. En tout cas, elle est super fine. Puis c'est pas mal chouette comme outil. C'est sûr qu'il faut être un petit peu à l'aise, là, puis pas nerveuse avec son imprimante. Pas avoir peur que son chum se la chicane. Là. Mais moi, j'ai pas eu de problème. Il faut bien que le tissu soit bien pressé sur le freezer paper. Il ne faut pas qu'il y ait de fil qui accroche, là. Mais ça a bien rentré dans l'imprimante. J'ai fait 160 pages. Parce qu'ici, là, j'avais 160 pages imprimées. Ça m'a fait 5600 hexagones. Puis ça, j'ai préparé ça en 14 heures. En 14 heures, là, tous mes hexagones étaient prêts à coudre. Que si je l'avais fait à English Paper Piecing, je suis peut-être encore en train de les préparer là, avec les papiers. Des questions sur ça? J'ai ici 81, j'imagine 2x11. Je ne comprends pas c'est quoi, moi, là? C'est 8,5 par 11, je crois. OK, 8,5 par 11. Oui, des feuilles 8,5 par 11? Bien, vous n'êtes pas obligé, hein? Ça, c'est tout avec l'imprimante. Si vous voulez imprimer 5 par 5, bien, vous faites votre carré 5 par 5 puis vous rentrez ça dans l'imprimante. Pas obligé d'être 8,5 par 11. Mais moi, je privilégie, par exemple, le papier, papier congélation qui se vend à la feuille et non pas en rouleau, là. C'est plus facile quand même. Je pense aussi qu'en rouleau, il est moins épais qu'en feuille. Alors, pressage, hein, c'est pas du... Pardon? Non. C'est bon? Pressage, pas repassage. Fait qu'on on reparle de ça, là. Avec ou sans vapeur, ça, c'est à votre goût. Moi, j'aime ça un petit peu de vapeur. Ou on peut prendre avec un pulvérisateur aussi, là, si on ne veut pas mettre d'eau dans son fer. Parce que c'est vraiment ça qui abîme les fers, hein, c'est l'eau. Mais idéalement, on ne devrait pas en mettre, là, parce que... Et puis, avant, j'avais un fer au lisseau. Puis ceux-là sont chouettes, hein, parce qu'on fait juste les tasser, puis ils se lèvent tout seul. Bon, puis il a flanché, j'ai dû m'en acheter un autre. J'ai acheté lui, puis lui, il est tellement lourd, là,
Que je disais, hey, je vais me faire une tendinite, là. Je n'étais plus habituée de lever mon fer. Fait que j'ai trouvé ça, c'est un tapis de téflon. Fait que là, je n'ai pas à lever mon fer, j'ai juste à le déposer dessus. Les tapis de laine, c'est très à la mode là, pour rendre nos coutures très, très, très minces, là, pas épaisses. Fait que, petit tapis de laine, ça aide. On met le morceau foncé sur le dessus. Comme ça, quand on ouvre, ben, notre valeur de couture est automatiquement sous le foncé. Ce qu'on fait, c'est qu'on presse le morceau tel que cousu, cette de cygne qu'on appelle. On ouvre avec les doigts pour aller chercher toute l'ampleur. Puis avec le bout du fer, on presse la couture. La couture d'un côté, ça facilite l'emboîtement. Hein, quand on envoie nos coutures d'un côté et de l'autre, quand on vient pour joindre deux morceaux, ça s'emboîte facilement. C'est plus facile. Mais par contre, les coutures ouvertes, ben, c'est bien pour réduire l'épaisseur. Vous regardez qu'est-ce qui fait plus votre affaire là, pour le pressage. Pour réduire l'épaisseur, on défait quelques points jusqu'à la couture, puis on distribue les valeurs de couture en éventail. Okay? Fait que ici, là, je suis venue découdre des petits points, puis en ouvrant comme ça, ben, ça me faisait moins d'épaisseur ici. Catherine, on retrouve le papier de congélation en feuille où? C'est plus petit, ils en ont. Ouais. Je crois que chez Pénélope aussi. Moi, je me semble que j'en ai vu chez Pénélope aussi. Ouais. Toutes les bonnes places de courte-pointe, là, ils ont du papier congélation en feuille. Et la même chose pour le thread de Evan? Oui. Ouais. Parfait. C'est une petite boîte bleue. Oui. Moi, je pense qu'on va la voir plus loin. Je vais vous la montrer. Parfait. Oui? Okay. Non, c'est beau. On ouvre les coutures ou pas, mais c'est une question, comme je disais tantôt. Ce qui influence la réponse, c'est si on veut nos coutures sous la couleur foncée, si on privilégie l'emboîtement ou si on veut qu'on fait notre piquage puis on ne veut pas que ça soit épais, ben, on les ouvre. Alors, pour ouvrir les coutures avec le fer, alors, on se sert d'un demi-rond. Ça ici, c'est un demi-rond. Ou d'un dos d'âne. Ça, c'est un dos d'âne. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu aux États-Unis, puis je montrais ça à mon chum, puis mon chum, il en fait. Alors, ça, c'est super pratique là, pour ouvrir les coutures. Puis, c'est de la laine ici. Alors, ça l'aplatit les valeurs de couture. Avec le Purple Tang, ça, ce bout-là, pour ouvrir les coutures. Alors, on passe le bout comme ça, on ouvre. Ça, c'est le Fabric Folding Pen. C'est de l'eau dans laquelle on met des petites gouttes comme d'emploi ou de je ne sais pas quoi, quelque chose de magique probablement. Puis, on vient passer ça sur notre couture. Puis là, on presse, puis notre couture est flat. Alors, ces trois petits outils-là, là, c'est vraiment bien pour ouvrir les coutures. Si vous n'avez pas de dos d'âne, ben, vous pouvez prendre un demi-rond. Puis, ce qui est chouette avec le demi-rond, c'est que, mettons, je l'aurais mis en dessous de cette couture-là, bien, le fer, là, il ne vient pas toucher à ces coutures-là ici. Parce que des fois, on presse, mais là, on vient de dépresser à côté. Oups, pardon. Alors, ça ici, ça fait juste soulever la couture qu'on veut repasser. Fait qu'on peut passer le fer sans toucher au reste. Si c'est manuellement, comme quand j'ai fait mes hexagones, ben, je me servais du petit rouleau à tapisser pour presser. Ça, c'est merveilleux aussi. Vous voyez, il était comme ça, puis avec le petit rouleau, ben, il est venu tout plat comme ça. Les bordures. Couper sur la chaîne si le métrage le permet, hein, parce que, comme je disais tantôt, c'est plus stable. On détermine quelle bordure que vous coudrez en premier pour avoir le moins de joints possible. Fait que des fois, ça a un impact. Là, si on met ceux de gauche, de droite en premier, vous vérifiez ça pour qu'il y ait moins de joints à faire. On mesure la courte-pointe à 3 endroits, au milieu puis sur les côtés. Puis on fait la moyenne de ces 3 valeurs pour couper 2 bordures à cette taille. Ça, c'est extrêmement important parce que si vous exposez votre courte-pointe à Courte-Pointe Québec, là, puis vous cousez votre bordure, puis après vous coupez,
la courtepointe va gondoler. Parce que d'un bord, il va avoir 52 pouces, puis de l'autre bord, il pourrait y avoir 50 pouces ou 50. Fait que ça ne sera pas pareil. Fait que pour stabiliser, pour mettre votre bordure, votre courtepointe bien carrée, bien square, il faut mesurer, puis aller avec les bordures à cette taille. OK? Ça, c'est extrêmement important à faire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, si c'est bien compris. Oui. Oui? OK. Donc, après, un coup qu'on a coupé nos bordures à cette taille, bien là, vous identifiez sur la courtepointe le quart, le milieu et le trois quarts. OK. Ensuite, on épingle au début, au quart, au milieu, au trois quarts et à la fin. Puis, à l'intérieur de ces points-là, bien, vous répartissez l'ampleur pour vous épingler autant que possible pour que tout soit flat. Puis, c'est ici là, que vous pourriez voir, OK, bien là, j'ai pas mal plus à faire boire. Là, fait que vous mettez en dessous pour que les griffes d'entraînement vous aident à répartir l'ampleur, vous mettez en dessous celle qui a le plus d'ampleur. Puis vous refaites l'exercice pour les deux autres côtés. Le molleton, ben, il y a le coton. Celui-là, il est mince puis il se prête bien au piquage à la machine domestique parce qu'il ne vient pas trop grossir quand on a une gorge pas trop grosse. Là. Puis, donc, c'est mieux de prendre quelque chose de mince. Le molleton en laine, ben, lui, c'est plus chaud, puis ça donne un aspect gaufré. C'est très facile à piquer à la main aussi. Il y a d'autres matériaux, là, soit bambou, il y a du plastique recyclé, il y a un mélange 80-20, puis il y a de la bourre autocollante aussi. Sur les molletons, vous allez voir, ça va être marqué Needle Punch. Ben, l'endroit du molleton, c'est là où on voit que les aiguilles ont été entrées. Puis sur l'envers, on va voir qu'il y a des petites boules. Fait que ça, respectez ça quand vous faites votre sandwich, que votre aiguille, à ce moment-là, va rentrer dans le même sens que les leurs. Des fois, c'est pas très évident à voir, je vous dirais, là, mais essayez, des fois, ça paraît plus que d'autres. Mais, puis si ça paraît pas beaucoup, ben probablement que ça n'a pas d'incidence. L'intensité du piquage dépendra des spécifications indiquées sur l'étiquette. Des fois, il y en a, c'est marqué, il faut que le coating doit être à 3 pouces. Des fois, c'est 8 pouces. Fait que ça a un impact sur votre piquage. Parce que si c'est pas piqué assez comme eux le voulaient, ben, quand vous allez laver, ben, le molleton, il va bouger. Quand on est souvent pris avec des petits morceaux de bourre, puis on dit « Ah, si je pourrais faire un plus grand morceau! » Ben, ce que vous faites, vous superposez vos deux morceaux sur une largeur d'1 pouce. Vous faites un petit zigzag sur ce qui est sur cette partie-là. Vous enlevez les morceaux, puis vous refaites le joint. Puis vous prenez de l'entoilage tissé, juste une petite bande autocollante. Puis vous venez coller comme ça, fait que ça vous fait un plus grand morceau de bourre. Sandwich, on peut faire avec avec fil et aiguille de fouflage, des grandes aiguilles, ou avec des épingles courbées, ou avec de la colle, ou encore un fusil à bâtir. Alors, on coupe l'endroit plus grand que le molleton, puis le molleton plus grand que le dessus. On devrait, je pense que les long armers, ils veulent 4 pouces de plus, si je ne m'abuse, mais 3 pouces de plus normalement, tout le tour est recommandé. Donc, pour un 70-80, il faudrait couper l'endos à 76-86. Individuellement, vous pliez vos 3 morceaux en 4. Okay? Fait que votre courtepointe, c'est endroit sur endroit, puis l'endos, c'est envers sur envers. Puis le molleton, ça va être... faudrait voir. Je me souviens plus. En tout cas, arrangez-vous pour que le dessus soit sur le dessus, si vous avez réussi à l'identifier. Donc, je reviens pour la largeur du dos et du molleton, c'est 4 pouces pour les long arms. Ouais, hein, 4 pouces de chaque côté, oui. C'est ça. Et puis, il y avait...
Oui. Il y a une question aussi, c'est quoi le fusil? Fusil à bâtir, c'est Oui. le micro-stitch, je pense. C'est. Je vais sortir le mien, là, puis tantôt, quand j'aurai fini mon PowerPoint, je vous le montrerai. OK? OK, parfait. C'est juste un petit fusil c'est des petites broches en plastique. C'est comme quand on achète un vêtement, là, l'espèce de L'étiquette. L'étiquette ouais, est accrochée avec un. c'est ça. Ouais. OK. Alors, on commence par fixer l'endos sur une surface plane avec un ruban à masquer en tendant délicatement. OK? Trop, c'est comme pas assez, là. Juste, faut qu'il soit pas bien tendu, mais il faut qu'il soit tendu normalement. OK, fait qu'on met notre masking tape. Ça, c'est juste un petit exemple, là, fait que c'est pas grave, mais tu sais, j'en mettrais une coupe, là, en vis-à-vis, là. Donc, je fixe mon endos sur une surface plane. Ensuite, votre molleton, vous allez le mettre dans un des quarts. OK? Fait que là, on voit que la ligne est ici, puis l'autre ligne est là. Fait que je mets le molleton dans un quart et je le déploie. Je fais la même chose avec la courte pointe. Je la mets dans un quart, je l'ouvre, je la déploie. Quand c'est un petit courte pointe, c'est tel que tel, là, ça n'a peut-être pas besoin de faire ça, mais quand c'est une grande, là, ah non, merde, c'est passé dans ce coin-là. Ah non, pas passé dans ce coin-là. Comme ça, vous êtes sûr là, que tout de suite, quand vous allez la déployer, tout va fitter. Avant de faire la sandwich, on s'assure qu'il n'y a pas de fil foncé là, qui apparaît. C'est le temps de les enlever parce que ça va être difficile après. Il faut filer la sandwich. Alors, on commence par le milieu. On rentre en vis-à-vis, comme ça. On tire sur le fil pour se rendre jusqu'à l'extrémité de notre courte pointe. Puis on rentre en dessous, on sort devant. On rentre en dessous de celle-là, on sort devant. Puis, un petit point d'arrêt à la fin. Ensuite, on reprend notre fil, on le déploie jusqu'à l'extérieur, on coupe, on reprend notre fil, puis on repart de l'autre sens. On va faire ça au 6 pouces au moins, okay? Dans ce sens-là au 6 pouces et dans ce sens-là. Moi, ça, c'est la méthode que je préfère. J'haïs ça, les aiguilles courbées, j'ai toujours mal aux doigts. Puis aussi, vu que je pique à la machine domestique, c'est toujours dans les jambes, les aiguilles, alors que là, le fil, je passe dessus, puis ça ne nuit pas. Alors, pour moi, c'est cette méthode-là qui fonctionne. Ensuite, fait que ça, je pense que... Ah oui, c'est ça. L'autre chose que je fais aussi, c'est que je replie, c'est pour ça que je dis de couper l'endos plus grand, parce que je replie mon endos sur le devant. Parce que quand on entre pour le piquage, avec les griffes, le pied marcheur, les griffes d'entraînement viennent toujours accrocher la bourre. Comme ça rentre plus facilement en dessous de la machine. Piquage de machine domestique, il faut vérifier la tension, hein, faire un test avec les mêmes conditions. Ça veut dire le même tissu, le même molleton, le même fil, tout ça. Vous faites un test pour vérifier la tension. Moi, je me sers du ERA comme ça pour marquer des lignes. Ça, ce qui est chouette, c'est qu'on n'a rien effacé. Ça fait juste un trait sur la courte pointe. C'est plus facile. La courte pointe doit être entièrement sur la table et jamais pendre. Parce que là, ça va tirer puis ça va aller mal, votre piquage. Il faut qu'elle soit toute à niveau, la courte pointe. Elle doit bouger sans contrainte. On sert du plaque à point droit. Au début, on fait un point. On sort le fil du dessous sur le dessus. Parce que notre fil du dessus, il faut savoir où il est. Le fil du dessous, il faut savoir où il est si on veut commencer à piquer, parce que c'est sûr qu'on va l'accrocher. Donc, important de le sortir sur le dessus. À la fin, on sort le fil si le prochain piquage est proche. S'il est loin, le prochain piquage, on peut le laisser en dessous si vous voulez. Si le piquage commence ou finit sur le bord, on fait un point d'arrêt dans la valeur de couture. On ne se barre pas avec le rentrage de fil. Là. Nettoyer souvent dans l'espace de la canette, hein? Ça nuit au
à l'obtention d'un beau point, là, si l'espace est plein de charpies. Puis pour rentrer les fils, moi, je me sers de Snag Magic, c'est l'aiguille ici. C'est une grande aiguille avec une grande loupe. Puis, je prends des pinces à sourcils pour passer mes fils à travers. Je commence par faire un petit nœud, sur le dessus de la courte pointe. Je prends mon Snag Magic, je rentre mes fils dedans, puis je l'entre à l'intérieur de la courte pointe. Puis, avec mon Easy Snip, snip les fils, qui restent. Pour planifier le piquage, on place une feuille de plastique sur la courte pointe puis on dessine avec un crayon à encre sec. Ça nous aide à planifier le piquage. Si on veut voir au niveau de toute la courte pointe, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut imprimer une photo. On prend une photo de la courte pointe, on l'imprime, on l'insère dans une feuille protectrice, puis on peut dessiner de la même façon là, avec un crayon à encre sec. Piquage avec les griffes, moi j'aime ça un point plus long, donc je le mets à 3. C'est important d'avoir un pied marcheur. On sert d'une barre d'espacement pour l'écho, c'est le grand bâton, la barre d'espacement. Puis on met l'aiguille en bas lorsqu'on pivote. Piquage libre. Alors la feuille de silicone, un cerceau ou des gants. Moi je me sers beaucoup de ce cerceau-là, ou des gants, sinon. Les coudes à 90 degrés, alors là, c'est vraiment important que la machine soit plus basse pour pouvoir bouger la courte pointe. Ça, c'est quelque chose que je me sers récemment, que j'ai découvert récemment, c'est le bouton arrêt-marche. Parce que le bouton arrêt-marche, ça va faire que la vitesse, ça va être régulière. Puis, donc, j'ai juste à penser à accorder mon mouvement des mains avec la vitesse qui est régulière. Alors que si je pesais sur la pédale, bon, il faut que si je contrôle la vitesse, il faut que je contrôle la vitesse de mes mains. Alors, je vais vous montrer. Bon, puis là, vous voyez, là, je me sers de mon cerceau. Mon cerceau est ici, mes mains sont en dessous. C'est pour ça que je m'étais patenté une affaire, un petit morceau de bois pour peser sur le piton, parce que quand ça part, je n'avais pas le temps d'aller mettre mes mains en dessous. Puis, je vais le partir, là, comme ça. Fait que je pèse sur le piton, pouf, ça part. Puis là, je bouge ma courte pointe, mais c'est plus facile pour moi d'avoir le mouvement de mes mains aller avec la vitesse de la machine qui est constante. Ça m'a beaucoup aidé. Pour faire du stippling, là, c'est vraiment bien. C'est sûr que pour faire comme pour faire des droites qui ne sont pas très longues, ça ne vaut pas la peine, là. Mais ça, c'est un bon cas. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé à obtenir la régularité du point. Ça ici, c'est des barres de suspension de Patty Thompson Design. Donc, on met ça de chaque côté de notre bureau, puis on peut soulever la courte pointe comme ça. Quand on bouge, ben, c'est plus fluide. Le piquage à la main, voyez-vous, c'est ça le conditionneur de fil, là, cette petite boîte bleue-là. Alors, ça nous prend un cerceau. Il y en a qui le font sans cerceau. Moi, je le fais avec cerceau. Une petite aiguille courte, puis un tire-aiguille. Ça a changé ma vie, ça, ici. Là. On met ça dans notre main, puis tantôt, peut-être, je pourrais vous le montrer plus proche. Là. Il y a un embout ici. Fait que quand on pèse ici, ça vient attraper l'aiguille, puis on tire l'aiguille. Ça, là, ça fait super. Pour le piquage à la main, ben, c'est la régularité du point qui est plus importante que la longueur elle-même. Un grand, un petit, c'est moins bien que si c'était juste des grands. Fait qu'on vise la régularité. Bordure de finition. Quelle heure est-il? Alors, sur le droit fil pour une murale ou un coussin, sur le billet pour en jeter une courte pointe. Puis si le métrage le permet, coupez le billet sur la largeur du tissu. OK? Fait que ça, ici, je vais vous montrer. Fait que si, mettons, supposer que c'est 42 pouces, là,
Là, on plie en premier comme ça, puis après, on va le ramener de cette façon-là pour que la règle puisse être partout, puisse être tout le long. Alors là, on va commencer par couper le pli, puis ensuite, on va s'en aller, puis couper notre 2/4 de ce sens-là. Fait que là, notre règle est assez grande pour faire tout le long. La règle de 24 pouces, bien entendu. Est-ce que ça va pour ça? Je vais le refaire, OK? On plie en diagonale, comme ça. On replie. Voilà. Puis là, j'ai un pli ici, là. Fait que je vais venir en premier couper mon pli. Check. Puis après, ben, je vais avec mes 2 pouces et quart. Fait que là, on additionne les 4 côtés, plus 10 pouces. Puis on coupe des bandes. Là, ce que moi je fais, je le fais sur ma calculatrice. Là. Bon, j'obtiens, mettons, 300 pouces. Là, je coupe mes bandes. Puis au fur et à mesure que je coupe mes bandes, je soustrais pour me rendre jusqu'à 0. Comme ça, ça me donne une idée de combien il m'en reste à couper. J'avais oublié de marquer, je me suis rendu compte hier, là, dans vos notes, c'est pas marqué, là, mais il faut joindre les bandes avec une couture en biais. On déploie la bordure pour s'assurer qu'aucun joint ne se retrouve dans un coin. On enroule, un coup qu'on sait où on part, on enroule la bordure sur un dévidoir, comme ça. On commence à coudre au milieu d'un côté en laissant 10 pouces de bordure libre. Puis on fait une couture à 1/4 de pouce avec le pied marcheur. Une question. Pourquoi ne pas faire un billet en continu à la place? Parce que moi, l'affaire du tube, là, probablement que c'est l'affaire du tube. Moi, je trouve que quand on fait un tube, ça crée beaucoup de joints parce qu'à un moment donné, là, c'est petit, là. Fait que cette façon-là, c'est que ça fait moins de joints. Mais c'est sûr qu'il y a la façon aussi en continu, là. Mais il y a des joints beaucoup quand on fait ça en continu. Merci. Donc, on a arrêté à 1/4 de pouce du bord et là, ça, c'est notre premier côté et on recule sur quelques points. On sort la courte pointe de la machine puis on plie notre angle, on plie notre liséré en onglet. Alors, c'est ici, on la va par là et on revient. Là, ce qui est important, c'est ici, là, celle-là, là, cette ligne-là, il faut qu'elle continue avec cette ligne-là. Puis quand on la retourne, il faut que cette ligne-là soit pareille comme elle. Sur les 2 côtés suivants, commencez à coudre au bord jusqu'à 1/4 de pouce avant le bout. Puis sur le 4e côté, terminez avec un point d'arrêt à 10 pouces du début. On coupe la tête approximativement au milieu de l'espace non cousu. Et on superpose la queue sur la tête. Ensuite, on recoupe la queue pour avoir un chevauchement égal à la largeur du liséré. Ça, c'est des choses que j'ai tout montré dans mon cours de bordure de finition. Hein. Je l'ai mis, mais en me disant que peut-être c'était pas tout le monde qui l'avait vu. Donc, on coud le joint, puis on coupe le surplus et on ouvre la couture. Bon, pour le joint, là, c'est c'est mon lien pour la chaîne YouTube. Fait que si vous cliquez là, vous allez aussi voir mes autres trucs. Fait que le joint, là, j'explique comment le faire ici. On coud l'espace non cousu en commençant avant la fin et en finissant après le début. On recoupe le surplus de la bourre et de l'endos à 3/8 de la couture du liséré. Ce qui est important, là, c'est que le liséré soit bien bourré. Fait que si vous le recoupez à 1/4, il va avoir des parties vides. Fait que vous êtes mieux même des fois le laisser à 1/2 puis recouper. Vous allez voir, vous faites couper à 1/2, vous testez, c'est trop, ben vous le recoupez. Il faut on veut un liséré bien bourré. Ensuite, on coud le liséré à point visible à l'endos. Puis, on rogne les coins. Parce que là, si on coupe à 3/8, là, les coins vont être trop bourrés. Fait que vous rognez un petit peu les coins. Le manchon, c'est un tube de 4 pouces minimum si vous pensez exposer la pièce. Hein, c'est ça d'habitude qu'ils demandent. Là, ici, celui-là, je ne l'ai pas fait comme je vous dis, là, mais normalement, on faufile dans la valeur de couture du haut avant de poser la bordure de finition. Fait que je serais venue l'insérer là, juste au faufil. Puis quand je vais faire le binding, ben, il va se prendre dans le binding. Ensuite, on coud le bas du manchon au point invisible à la main.
qu'on coudrait là. L'étiquette, le nom, la date, la ville, les infos pertinentes, puis un petit mot d'amour. C'est toujours intéressant. Investir dans un bon livre couvrant toutes les techniques. Vous voyez, ça, c'est mon livre avec lequel j'ai appris. Et puis, il y a une nouvelle édition. Alors, il est encore mieux. C'est pas Seigneur qui le fait maintenant, je pense que c'est Better Home, mais c'est plein d'images. Alors, même s'il est en anglais, là, il est très facile à comprendre. Ça, c'est mon petit livre. Ça, c'est chouette parce que c'est juste des petits quilts. C'est un de mes premiers livres aussi. Puis c'est là-dedans, mes HST multiples. Là, c'est dans ce livre-là, étonnamment, que j'ai trouvé cette technique-là que je n'ai jamais revue ailleurs. Vraiment, juste dans ce livre-là que je l'avais vu. Les secrets de la courte-pointe, c'est celui de la Cercle des fermières qu'elle fait. Donc, celui-là, c'est en français. Puis, il y a pas mal toutes les techniques. Là. Il date un peu, mais ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est mon petit livre des Quoting and String Book. Fait que c'est toutes les questions qu'on se pose, puis les réponses. C'est très bien fait, ce petit livre-là. Oui, la psychopop. Attention au coup de cœur en tissu. Hein? Il est beau ce tissu-là, il est beau. Vous l'achetez, puis finalement, ben, il va traîner dans votre armoire parce que vous n'avez rien d'autre pour qui va avec. Ou ça peut être aussi un coup de cœur, puis ça va vous partir sur quelque chose, mais faites juste attention. Si vous avez 50 coups de cœur déjà dans votre armoire, ben, c'est peut-être pas le temps d'en rajouter un autre. Parce que sinon, ben, on se retrouve avec le stash accumulation beyond life expectancy, là, comme elle, là, la madame, ouf! Hein? Moi, en tout cas, ça me stresserait. Moi, avoir ça, là, ça me stresserait énormément. N'ayez pas hâte de finir un projet. Quand vous rentrez dans un projet, là, prenez le temps de l'apprécier, puis de le faire comme il faut, puis de ne pas aller vite. Quand on va vite, ça enlève le plaisir. Puis dites-vous jamais « j'ai hâte de l'avoir sur mon lit ». Non, non, non. Prends ton temps pour le faire, fais-le bien, puis apprécie le moment présent. Moi, je dis que c'est mieux d'en faire un à la fois puis de le mener à terme, là, parce que se ramasser avec 5 tops, ça veut dire qu'on a 5 courtes pointes à piquer, puis des fois, ben, c'est pas ça qu'on veut. Commencez un projet, puis menez-le à terme. Vous êtes mieux de le mener à terme. C'est mieux qu'il soit fini que de traîner dans nos trucs. Ensuite, il y a une attitude zen. Hein, si vous voyez, si ça vous stresse, ben, probablement que le projet n'est pas à la hauteur de vos aptitudes. Donc, baissez le niveau. Mais soyez zen. Il faut que ça vous apporte de l'agrément à faire de la courte pointe. Ça stresse. La règle du 3 pieds, ben, si ça ne se voit pas à 3 pieds, ben, ce n'est pas une erreur. Hein? Il y a ça aussi, il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas changer, puis c'est pas grave aussi. C'est mieux qu'il soit fini qu'il soit là à traîner parce qu'on dit il y a une erreur dedans. Ben non, c'est pas grave. Ça... Et puis, quand on montre nos choses, là, arrêtez de pointer. Regarde mon erreur. Mais non, lâchez prise là-dessus. Fait que, je vais juste aller chercher mon gun. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup de ça, parce qu'il faut avoir la main, c'est ça. Apporte ta boîte pour montrer la petite boîte pour le fil. Oui. Donc, c'est ça. C'est ça un fusil à basting gun. Mais c'est parce qu'il faut avoir la main en dessous. Puis quand la courte pointe est grande, là, il faudrait l'enrouler. Je sais qu'il y en a qui le font, là, qui l'enroulent. Mais moi, je le fais pour des petits projets, mais pour des gros projets, j'aime mieux faufiler. Bon, mais non, mon fil, tantôt, je l'ai montré, Maria, c'était une petite boîte bleue. C'est le thread Evan qu'elle voulait voir. Moi, je sais ce que c'est. Pardon? Oui, le thread Evan. C'est ça. C'est ça, le thread Evan. Dans le fond. C'est ça. Mais il y a aussi il y a la cire d'abeille aussi là, qui fait. Là. Il y a plusieurs trucs. Puis, l'autre outil que vous preniez pour tirer le fil quand vous faites du piquage, là, aller chercher l'aiguille. Mon snack. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah. C'est le fun, hein?
J'ai tout ici, là. Si j'étais en cours à la guide, il y a Boin qui le fait aussi maintenant. Fait que c'est ça ici, là. Où tu l'as acheté? Celui-là, je l'ai acheté, je me souviens pas. Voyez-vous, quand on fait ça comme ça, là, fait que ça vient attraper l'aiguille. Oui, Puis là, on ça tire. c'est pratique. Je pense que je l'ai pris chez Tumbles and Things, en Ontario. Mais c'est bon. Puis le premier que j'avais acheté, je l'avais pris sur Internet. J'en ai deux. J'ai acheté lui. Ça s'appelle comment? Quoi? Ça s'appelle comment? Needle Puller. Needle Puller. OK. Ouais. Il y a des trucs pour le gun aussi, d'utiliser une boule en dessous lorsqu'on perfore le tissu. Puis ça, je sais, moi, d'expérience, que souvent, tu as l'impression d'être dans le vide. Donc, c'est pratique. Ou de le faire sur le tapis de coupe aussi. OK. Bon, mais là, il faut que tu mettes ta main en dessous. Ben, le conseil, c'était le tapis. Il ne disait pas de trucs. Moi, je sais en quelque part que le gun, je l'ai fait, moi, avec les doigts en dessous et j'ai souvent eu des petites perforations parce que j'avais comme pas le doigt à la bonne place. Ouais. Donc, c'est ça. Et merci beaucoup, Catherine. Ben, merci à vous. Merci. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Merci Merci. beaucoup. Est-ce Catherine. qu'on a... À la prochaine. Bravo. Comme toujours, Catherine. très efficace. C'était très intéressant. Oui. Oui, pas trop de... À la fin de jour. Non, beaucoup de trucs, franchement, que je connaissais. Question. Je suis très contente. Oui. Vas-tu refaire ton cours parce que je n'ai pas pu m'inscrire parce qu'il était complet? De quoi on parle? Hexagone? Oui. Je sais pas. Ça, c'est Courtepointe Québec qui décide. OK. Parfait. Bye. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Merci. Beaucoup, Catherine, encore une fois. C'était super bien. Oui, bon, Parce que c'est bien apprécié. OK. Puis c'est ça, je pense que mon courriel est facile. C'est cheriercatherine@gmail.com. S'il y a des questions, s'il y a des affaires qui n'étaient pas trop claires. Oui. Et puis, souvent, par ça, ta chaîne YouTube aussi. Oui, il y a juste très quelques accessible. affaires, là. Ouais. Oui, bon. Bien, c'est beau, les dames. Il n'y a pas d'autres questions? Non, merci Parfait. beaucoup. Donc, Merci. merci, Catherine. Bonjour tout le monde. Bye. On finit la réunion. Bonjour. Bonjour.